Notre invité ce soir, Pascal Bruckner, l'écrivain et l'essayiste qui publie « Je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros » aux éditions Grasset. En clair, un homme agacé. Vous êtes un homme agacé, Pascal Bruckner, par cette société du sanglot, par cette société du pathos. Alors c'est un livre touffu et passionnant parce qu'il met des mots sur ce qu'on ressent souvent confusément dans l'évolution des choses, dans l'évolution des débats, dans nos sociétés, mais pas seulement. Parce que vous allez plus loin, et ça rejoint un peu nos sujets de discussion habituels. Non seulement, vous dites, cette pathologie victimaire est au cœur désormais de nos sociétés, mais elle s'installe aussi au cœur des relations internationales. Donc, si vous n'avez pas lu ce livre qui est sorti il y a quelques jours, nous l'avons lu, Quentin Bérichel l'a lu, voici les indispensables. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir Pascal Bruckner, bonsoir à tous. Qu'est-ce que la société du sanglot décrite par Pascal Bruckner ? Eh bien, elle est illustrée par un épisode que raconte Pascal Bruckner et qui a peut-être déclenché l'écriture de ce livre. En 2015, au lendemain des attentats terroristes du Bataclan, François Hollande envisage de décerner la Légion d'honneur aux 130 victimes. Mais vous le rappelez, Pascal Bruckner, la Légion d'honneur n'est ni une prime au drame, ni une prime au deuil. Elle est censée récompenser le mérite. Le grand chancelier exprime son désaccord, François Hollande renonce et décide alors de créer la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Dans l'ordre protocolaire, il la situe 5e plus haute distinction, devant la médaille de résistance, devant la croix de guerre. Autrement dit, concluez-vous, le fait de subir un outrage ou d'être assassiné par des éléments fanatisés a donc préséance sur l'hommage aux combattants en armes. Voilà ce qui symbolise pour vous la société du sanglot. Et vous en trouverez de nombreux exemples parmi d'autres. Le syndicat de la boucherie, par exemple, pendant la guerre de Yougoslavie, qui s'insurge du nom boucher des Balkans donné au despote Slobodan Milosevic, ou encore aux États-Unis, avec ces manifestations de personnes obèses devant les cinémas contre les projections du dessin animé Fantasia de Walt Disney, car la danse des hippopotames en tutu dans le film ridiculisait, selon elle, les personnes en surpoids. Enfin, vous citez les Grievance Studies aux USA, ces départements universitaires de doléances touchant toutes sortes de catégories, les gros, les femmes, les minorités, les queers, les lesbiennes, les trans, etc., qui revendiquent ce statut de martyr. Nous serions donc devenus, selon vous, des hypersensibles, frappés, dites-vous, du syndrome de la princesse au petit pois, qui n'arrive pas à dormir en raison d'un petit pois caché sous son matelas. Voilà, et ce qui est important, je cherche la phrase, c'est que ce n'est pas la condition de victime qui vous indigne, ou que c'est la victimisation comme mentalité. Ce sont des choses bien différentes. Vous dites, bien sûr, des victimes, il y en a, mais c'est la victimisation comme mentalité, et cette ère de la victimisation, dit Pascal Bruckner, trouve de plus en plus un écho chez nos politiques. Oui, selon Pascal Bruckner, il évoque la République compassionnelle. La commisération est partie intégrante du civisme de la vie en société, écrivez-vous. Le rôle de la première dame, comme du président, est un rôle de consolation. Et gare à celui qui ne respecterait pas la règle. Vous rappelez le tollé provoqué aux États-Unis en 2005, lorsque George W. Bush avait survolé seulement la Louisiane, sinistrée par l'ouragan Katrina, sans aller à la rencontre des habitants. Accusé de désinvolture, il avait dû retourner dans l'État quelques jours plus tard. Qui imagine aujourd'hui Emmanuel Macron ne pas se déplacer dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans la vallée de la Roya après les inondations, ou ne pas présider une cérémonie d'hommage? Notre vie politique, écrivez-vous, est un cahier de réclamations sans fin, un catalogue de gémissements, alors même que nous vivons mieux que la plupart des autres nations. Et dernier point, et je le disais, ça rejoint les discussions qu'on a régulièrement ici, vous allez comprendre pourquoi cette pathologie, entre guillemets, est devenue aussi un ressort de la géopolitique mondiale. Oui, Pascal Bruckner consacre par exemple un chapitre entier à la Russie et à Vladimir Poutine, symbole, selon lui, de la stratégie de la victimisation. Vous faites référence, Pascal Bruckner, au discours du président russe, qui cherche en permanence à faire passer le peuple russe en victime du grand méchant Occident, le tout pour alimenter le nationalisme de la patrie. Le bourreau, écrivez-vous, se dissimule derrière l'emphase doucereuse. Il n'attaque pas, il se défend. C'est comme cela, rappelez-vous, qu'il justifie l'invasion russe en Ukraine. Et vous citez Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité russe, qui qualifie les Ukrainiens de bâtards, de dégénérés. Ils veulent notre mort, celle de la Russie.
Et ce n'est pas un hasard, selon vous, si Vladimir Poutine compare les Ukrainiens à des nazis, ceux mêmes qui ont organisé l'extermination des Juifs. Après 1945 et l'Holocauste, la figure du Juif a été hissée sur un piédestal. L'élection bénie est devenue une malédiction. De modèle, le Juif est devenu le rival qu'on veut éliminer pour prendre sa place. Pour Vladimir Poutine, les Russes sont aujourd'hui les nouveaux Juifs persécutés. Le Kremlin ira même jusqu'à gonfler les chiffres de Russes morts pendant la Seconde Guerre mondiale, de 27 millions, bilan entériné par les historiens, à 42 millions du jour au lendemain. L'escalade dans la quantité est une méthode d'intimidation pour obtenir la palme du damné, concluez-vous. La palme du damné, c'est ça aussi qui fait partie désormais de la géopolitique mondiale pour faire ce fameux narratif dont on parle souvent, c'est un mot à la mode, mais voilà, le statut de celui qui souffre est au cœur du narratif. Merci Quentin. Quentin a tout dit. Pas tout à fait. Très bien, non pas tout à fait. Pourquoi ? Pascal Bruckner, pourquoi est-ce que cette victimisation, ce syndrome du pathos, cette société du sanglot se développe à ce point dans nos pays développés? Il y a une partie de la réponse dans le livre, mais je vous laisse la donner. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le statut de victime, ça c'est l'héritage judéo-chrétien, jouit d'une aura particulière, puisque nos sociétés sont fondées sur l'idée qu'il faut aider les faibles, les malheureux, les malades. Mais la victimisation, c'est une dérivation de ce sentiment très honorable qui consiste à attirer sur soi-même toute la compassion, tout l'intérêt des autres pour en obtenir un statut particulier. Alors pourquoi, depuis les années 80, sommes-nous devenus des sociétés victimaires? Je pense qu'après 1945, on a hissé sur le pavois la figure du résistant, celui qui avait combattu l'Allemand. Et puis, petit à petit, avec les révélations sur les camps de la mort, la figure du déporté s'est substituée à celle du maquisard, et chacun insensiblement s'est dit: je vais aligner ma souffrance sur la souffrance maximale de celui qui a échappé au camp d'extermination, celui ou celle qui a échappé au camp d'extermination. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la comparaison de la douleur intime avec la grande douleur des gens qui sont sortis soit du goulag soviétique, soit des camps nazis, est devenue un quasi-réflexe. C'est-à-dire, c'est une métaphore dont on use et on abuse, et à mon avis, évidemment, à tort. Il n'y a pas que ça, vous dites aussi, c'est aussi la conséquence du progrès de nos sociétés, d'une certaine manière, et du degré de protection qu'a tout un chacun. Tant de maux ont été vaincus, tant d'injustices abolies, que l'on s'étonne qu'elles ne puissent toutes l'être sur l'heure. L'état de civilisation crée malgré lui autant de souffrances qu'il en soulage. Oui, alors là aussi, c'est le grand paradoxe de notre société hédoniste. Elle proclame le bonheur obligatoire, mais la moindre contrariété la plonge dans un désarroi absolu. Nous ne supportons plus les maladies incurables, est devenu le mot obscène par excellence. Nous ne supportons plus les entraves mises à notre désir. Et les sociétés occidentales, après la Seconde Guerre mondiale, sont devenues des sociétés d'individus qui n'ont que des droits et très peu de devoirs. Et on voit bien d'ailleurs comment l'état de délitement où se trouve la France aujourd'hui vient de cette communauté d'enfants gâtés qui considèrent que l'État leur doit absolument tout, mais qu'eux n'ont aucune dette envers les autres. Et donc ça explique l'hypersensibilité des hommes et des femmes vis-à-vis des contrariétés qui leur arrivent, et c'est cette espèce de réflexe que nous avons tous spontanément de hausser nos petits tracas au niveau d'une tragédie. On dit mais c'est épouvantable, et nous ne voyons plus ce qui se passe à nos frontières, nous ne voyons plus ce qui se passe ailleurs dans le monde, où les gens ont des conditions effroyables et considèrent que nos sociétés sont des sociétés merveilleuses, enviables. D'ailleurs, si les migrants viennent en masse en Europe, c'est bien parce qu'on vit mieux en Europe que partout ailleurs. Bon, d'un mot, si Pascal Bruckner avait une baguette magique, comment est-ce qu'on y remédie à cet état d'esprit-là? Et encore une fois, il faut bien faire la différence entre les victimes. Oui, il y a des victimes, il y a des gens qui souffrent, et
la société victimaire, c'est-à-dire où tout un chacun, le premier réflexe, c'est de se dire victime et d'exacerber sa souffrance comme statut. Comment est-ce qu'on pourrait y remédier ? Alors d'abord, le mot victime, il est polysémique, c'est-à-dire qu'on est victime de toutes sortes de choses. Vous pouvez être victime d'une fraude, vous pouvez être victime d'un vol. C'est désagréable, mais enfin, ça ne va pas changer votre statut. Ce que l'on cherche quand on se dit victime, c'est à rentrer dans une aristocratie, une sorte de cercle très fermé, où l'on est en quelque sorte sauvé de son vivant. C'est l'équivalent laïque de la résurrection des saints dans le christianisme, puisque c'est une idée chrétienne devenue folle, pour reprendre un terme de Chesterton. Et comment y remédier, me demandez-vous ? Il est évident qu'on ne peut pas changer en quelques mois, en quelques années, une évolution qui a pris un demi-siècle. Mais je pense que, pour moi en tout cas, le changement viendra des événements. On vit une époque qui est quand même assez tragique. Il y a le terrorisme islamiste à l'intérieur de nos sociétés, il y a la criminalité due aux narcotrafiquants, il y a la violence endémique dans les écoles, il y a la guerre à l'extérieur, il y a les défis du réchauffement climatique. Et face à cela, une société repliée sur elle-même, recourbée sur ses petits malheurs, n'est pas une société capable d'affronter l'avenir. Et je pense que c'est la réalité qui va être notre maître d'école. C'est-à-dire qu'elle nous dira, ou bien vous changez, ou bien vous serez écrasé, ou bien vous n'existerez plus et vous serez envahi par des gens plus forts, des barbares qui vous réduiront en esclavage parce que vous aurez trop gémi sur vos petites solitudes intimes. Et vous savez, moi, l'époque actuelle me fait penser au siège de Constantinople par les Ottomans, quand le Basileus, le roi byzantin, avec les prêtres, discutait du sexe des anges alors que la civilisation byzantine allait être anéantie. Nous en sommes un peu là, c'est le wokisme, c'est toutes ces choses, toutes ces querelles qui nous occupent. Et au fond, nous devons retrouver le sens du tragique et le sens des proportions surtout. Nous avons perdu le sens des proportions. Nous affrontons tous des souffrances, des moments difficiles, mais nous avons perdu peut-être un certain stoïcisme qui existait encore dans mon enfance. Et puis ma génération était la première génération très gâtée de l'histoire. Et mes parents me disaient toujours, qu'est-ce que vous êtes gâtés aujourd'hui, vous n'avez pas traversé ce que nous avons traversé. Mais finalement, c'est le fait d'être des enfants gâtés nous rend inaptes à affronter l'adversité, qui est inévitable. Le regretté Michel Serres a fait un livre là-dessus, non, ça n'était pas mieux avant, et il raconte son enfance, la mortalité infantile. Chaque famille perdait 1, 2 enfants, soit à la guerre, soit de maladie. J'en passe et des meilleurs. Vos questions, vos réactions, Dominique? Oui, deux points. Il se trouve que j'étais hier dans l'Ain pour célébrer les 80 ans des combats qu'il y a eu dans l'Ain, où mon parrain de ma promotion, le lieutenant d'Artenay, torturé, martyrisé, a été assassiné. Et ce qui m'a frappé dans ces petits villages qui ont été reconstruits, parce qu'ils avaient été aux 3/4 brûlés, ça a été les mères qui amenaient les enfants pour leur montrer et pour dire ce que vous disiez, c'est-à-dire le monde était terrible. Et vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Et dans une intervention que je faisais juste avant, dans un autre contexte, il y avait des gens qui étaient un peu paniqués. Je leur disais, mais attendez, on a vécu dans une parenthèse absolument incroyable. Et il faut que vous réalisiez cette chance que nous avons eue dans cette parenthèse. Comme vous le disiez à propos des gens qui viennent chez nous, c'est parce que notre monde est meilleur. Et je répète ce que disait Thucydide, nous avons le choix, nous reposer ou être libre. Donc on ne doit pas se reposer. La parole à la jeune génération. Raïm Ulrich, est-ce que vous ressentez cette évolution vers une société du sanglot par rapport à une société de combat aussi? Parce qu'autrefois, la justice, on la combattait par le combat politique. Aujourd'hui, on a plus tendance souvent à dire c'est dur, c'est dur, c'est dur. Vous posez la question, je pense, à la mauvaise personne, parce que je pense que de tout le monde qui est là... Non, je suis la seule qui est née dans un pays en guerre et qui a grandi jusqu'à mon adolescence dans un pays en guerre où je faisais je me rappelle de semaines où je faisais mes cours, mes devoirs à la maison, à la lueur de la chandelle, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, où il fallait chauffer l'eau pour prendre sa douche sur le four. Bref, donc moi j'ai connu un peu peut-être ce que vos parents ont connu. Je suis pas la bonne personne. Et du coup, ça vous a vacciné contre le réflexe du sanglot ?
Alors, je pense que oui, parce qu'on a toujours ça en tête, c'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose de difficile, donc ça met beaucoup de choses en perspective. Par contre, ce que vous avez dit, moi, résonne beaucoup avec moi, dans le sens où, oui, on a l'impression que l'Europe, les Européens d'aujourd'hui, ont vécu une parenthèse enchantée et qu'aujourd'hui, ils reviennent au contact de la réalité qui n'a jamais quitté le reste du monde, les autres populations, les autres peuples. Et j'espère pour les Européens qu'ils vont se dire que tout n'est pas perdu, qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, que le modèle européen est fort, il est résilient, c'est un vrai modèle qui est attractif, mais qu'il faut travailler pour, il faut travailler pour qu'il reste résilient et pour qu'il puisse perdurer. Ulrich et François. Non, je pense qu'effectivement, enfin pour le coup, alors je sais pas si moi, enfin bon, je sais pas si j'ai une tendance à me victimiser ou pas, je pense pas, enfin j'espère pas, mais après il y a peut-être effectivement des fois, en tout cas il y a des discours qui sont plus audibles peut-être qu'auparavant par rapport effectivement à ce genre de choses, mais pour le coup, enfin ça permet de reboucler, je pense que pour le coup la guerre en Ukraine justement a complètement brisé, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a mis du temps un petit peu à s'adapter au niveau européen, c'est que ça a complètement brisé cette bulle de stabilité qu'on avait et de croissance quasiment ininterrompue qu'on a connue. Pas de croissance, ça faiblissait depuis un bon moment. Oui, mais en tous les cas, on n'a jamais vraiment connu traversée de crises extrêmement graves depuis 1945. Et donc dans ce cadre-là, c'est un peu un retour à la réalité, cette guerre en Ukraine déclenchée par la Russie. Et donc effectivement, je pense qu'il y a quand même une vraie prise de conscience, et on en a parlé tout à l'heure, mais les choses quand même vont, à mon sens, permettre justement d'éviter les travers un petit peu de la fin de la civilisation à Byzance dont vous parliez. François. Il y a un épisode et un nom très important dans la séquence qui s'ouvre. Ça a été l'acte d'héroïsme du colonel de gendarmerie Beltrame. Souvenez de cette, j'en parle d'ailleurs, de cette prise d'otage épouvantable. Et pour la première fois, il me semble, un individu est porté au pinacle en tant qu'héros. Il est héroïsé, et à juste titre. Je veux dire, ça a été incroyable ce qu'il a fait. Et on est sorti des phénomènes du genre, ah oui, il y a des gens, bien sûr, qui doivent s'occuper des problèmes vraiment difficiles. Il y a le GIGN pour s'occuper de l'Airbus en 1994, sauver les passagers, et ainsi de suite. Mais c'est leur métier et ils sont en quelque sorte en marge de la société. Alors que là, on était face à un individu qui, quelque part, comme tous les autres... n'était pas obligé de le faire. Voilà, et il n'était pas obligé de le faire. Ce n'était pas son, entre guillemets, ce n'était pas son métier. Oui. Et vous le citez. Et c'est pour ça que je suis profondément convaincu de ce que vous avez dit, c'est-à-dire, ce sont effectivement des événements qui vont nous forcer à redécouvrir le maquisard, si je puis dire, et non plus la masse indifférenciée de la population qui se plaint alors que les choses ne vont pas trop mal quand même comparé au passé. Vous citez aussi Henri d'Anselme, d'ailleurs, à Annecy, je crois que j'écorche pas son nom. Oui, Henri d'Anselme, oui. Ou Mamadou Gassama, l'homme qui avait escaladé 3 balcons pour aller chercher un enfant. Bref, vous citez quand même ces héros, mais pour rebondir sur ce que disaient Rim et Ulrich, est-ce que vous percevez quand même que depuis le début de cette guerre en Ukraine, où finalement, par exemple, les prix de l'énergie ont explosé et on s'est adapté, on a baissé notre consommation, on a eu peur du nucléaire russe, mais on a quand même livré des armes, il nous a fallu un peu de temps. Mais est-ce que vous percevez quand même qu'il y a un ressort qui n'est pas cassé? Oui, c'est ma conclusion. Alors vous savez que sur la première plaque en l'honneur d'Arnaud Beltrame à Paris, on avait marqué Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme. Et puis devant le tollé, et ils l'ont enlevé, heureusement, ce qui prouve donc que l'ancienne idéologie était encore prégnante. Mais vous avez parfaitement raison. Je pense que moi, la réaction de l'Europe à la guerre d'agression en Ukraine m'a stupéfaite. Je m'attendais à un agenouillement collectif et pas du tout. Donc ça laisse quand même de l'espoir. Il y a évidemment des partis politiques à l'extrême gauche, à l'extrême droite qui nous demandent de collaborer avec l'ennemi. Mais la masse de la population résiste et ne se résout pas à l'infamie.
ou à l'ignominie d'une mainmise de la Russie sur l'Europe. Et ce qui me rend relativement confiant dans ce combat entre le héros et la victime, c'est qu'en réalité, nous sommes plus forts que nous le croyons, et nos ennemis sont plus faibles qu'ils ne le pensent eux-mêmes. Mais parce que le pire ennemi, en réalité, il est en nous-mêmes. Il s'appelle la haine de soi, l'affolement général et notre complaisance au malheur. Si nous savons résister un peu aux malheurs qui nous arrivent et qui sont le lot de la condition humaine, je pense que l'histoire ne sera pas écrite. On n'a pas parlé des médias, de nous-mêmes, mais ils ont un rôle aussi. Oui, mais les médias amplifient la mentalité collective. Parce que la victime, elle est porteuse d'émotions et que l'émotion, bien entendu... L'émotion triomphe toujours. C'est porteur d'audience. Oui. Et qu'on est plus facilement attiré par un témoignage d'émotion que par une longue explication sur un conflit ou sur... Merci beaucoup. Merci Pascal à vous. Bruckner. Merci je beaucoup. souffre, donc je suis portrait de la victime en héros. C'est très touffu, je le disais, parce que vous avez une curiosité historique, géographique, qui vous emmène partout. Mais c'est clair, c'est très clair. J'écris toujours clair. Ah oui, je tiens à le dire. Je tiens à le dire, contrairement à d'autres intellectuels, j'écris clairement. Aux éditions Grasset. Merci Rim, Ulrich, Dominique et François d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris. Nous rejoignent Arlette Chabot pour la politique, Abdou Chalmani pour l'international et François Langlais pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Arlette.